Vous travaillez sur l'Asie. Et donc l'appel de servir l'Afrique était là. Et en fin de compte, j'ai accepté de revenir à Washington, de retourner à la Banque mondiale. Même en perdant de l'argent. Oh oui, tout à fait, parce que le traitement qu'on a dans un fonds souverain, c'est équivalent aux banques d'investissement qui sont certainement au-dessus de ce que l'on gagne à la Banque mondiale. Oui, certainement. Mais je crois que c'était important pour moi de servir l'Afrique. Pour votre amour pour l'Afrique, vous avez décidé de perdre de l'argent pour servir l'Afrique. Oui, je crois que l'argent, c'est pas tout, je pense, dans la vie. Et il est important qu'on se dise tout de même que il faut pouvoir aider là où on peut. Et je peux vous dire, tout ce temps où j'ai formé des jeunes ou des collègues en Thaïlande, en Malaisie, au Cambodge, chaque fois je me demandais pourquoi pas l'Afrique. Pourquoi pas l'Afrique? Parce que bien sûr que j'étais énormément apprécié, je reste très très apprécié dans ces pays, mais je me disais je pouvais le faire pour les miens aussi. Et donc l'offre de revenir travailler pour l'Afrique était assez forte pour moi. Oui. En vous écoutant, on déduit très facilement que le Cameroun vous appellerait aujourd'hui. Vous acceptez de perdre même 2 fois ce que vous avez pour apporter quelque chose à votre pays. Écoutez, je pense que ça c'est une question intéressante. Parce que, vous parlez du Cameroun, j'ai accepté de revenir ici à la Banque mondiale parce que justement il y avait des conditions qui puissent me permettre de donner le meilleur de moi-même. Bien sûr que si le Cameroun avait les conditions similaires qui me permettraient de donner le meilleur de moi-même et de montrer de quoi je suis capable, un système méritoire, un système où la méritocratie règne, je serais heureux de servir mon pays. Mais naturellement, il faut que ces conditions soient remplies. Alors, vous revenez à la Banque mondiale et vous y mettez sur pied un programme qui donne des opportunités aux Africains. Mais avant cela, il faut dire, chers téléspectateurs, vous êtes le tout premier Africain qui occupe la fonction d'économiste en chef pour la région Afrique au sein de la Banque mondiale. Tout à fait, je suis le premier Africain noir. Il y a eu un Sud-Africain blanc avant ça. Mais oui, c'est le premier noir qui occupe le poste d'économiste en chef à la Banque mondiale. Qu'est-ce que cela vous fait de savoir que vous êtes le tout premier noir à qui la Banque mondiale a fait confiance pour un tel poste? Pas grand-chose, parce que je ne pense pas que je sois le meilleur. Je pense qu'il y a des centaines comme moi en Afrique, au Cameroun. Au Cameroun? Oui, bien sûr. Il y en a partout qui peuvent, s'ils ont les mêmes opportunités que j'ai eues, feraient autant, sinon mieux que moi. Donc, tout ce que ça me fait, c'est de dire, je n'ai pas le droit à l'échec pour m'assurer que cela continue. C'est tout. Et c'est parce que vous savez qu'il y a autant de têtes de matière grise en Afrique que vous avez mis sur pied un programme qui permet aujourd'hui à quelques Africains de se montrer sur la Banque mondiale. Ça, c'est intéressant parce que lorsque je suis retourné à la Banque mondiale en 2012, le vice-président de l'époque, Mactar Diop, très très bon ami, avec qui on a beaucoup travaillé, il m'a demandé de voir dans quelles conditions on pouvait mettre en place quelque chose pour aider les jeunes Africains. Et donc lui et moi, on a travaillé et on a mis en place ce programme que l'on a appelé le African Fellowship Programme. Et ce programme sélectionne des jeunes Africains économistes qui sont en dernière année de thèse ou bien qui viennent juste de terminer leur thèse avant l'âge de 31 ans. Et nous les sélectionnons et on leur donne la possibilité de faire 6 mois de contrat à la Banque mondiale. Et ça permet d'atteindre 3 objectifs. Un, on les expose au travail et aux rigueurs, aux exigences professionnelles, n'est-ce pas, d'une institution d'excellence comme la Banque mondiale. Parce que ça, il faut vous le dire, la grande différence entre la Banque mondiale et d'autres institutions, c'est la qualité de son personnel. Et la qualité de ce personnel vient du fait, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il n'y a pas de cooptage. Tout est sur compétition à la Banque mondiale. On compétit pour tous les postes en interne. Même le poste où je suis aujourd'hui, il n'y a pas de nomination. Il y avait 32 candidats pour le poste d'économiste en chef. 32 candidats? Oui, bien sûr.
Et donc, à la Banque mondiale, on sélectionne et c'est au mérite qu'on avance. C'est au mérite qu'on avance et c'est ce qui fait qu'il y a une qualité énorme dans les staffs. Et ça, c'est ce qui m'a en fait le plus manqué quand j'étais en dehors de la Banque mondiale pendant 4 ans. Le fait que d'un bureau à l'autre, quand vous vous asseyez pour parler à un collègue 5 minutes, vous apprenez quelque chose. Ça, c'est la Banque mondiale. Et ça, c'est un environnement extraordinaire. Donc, on expose ces jeunes à cet environnement, qu'ils apprennent justement la rigueur avec laquelle il faut travailler, mais aussi l'effort qu'il faut, parce que les gens travaillent énormément. Alors, merci M. Makia Diop. Il est toujours ici? Il est toujours vice-président. Il est vice-président pour l'infrastructure maintenant. M. Makia Diop, merci beaucoup. Mais sans toutefois faire offense, je suis sûr que vous ne l'auriez pas suggéré, comme ça son amour pour la jeunesse africaine, M. Zoffa aurait trouvé quelque chose pour favoriser les jeunes. Mais bon, il avait lu en vous cette envie-là, je pense. Hein? Il me connaît bien, c'est sûr. Bonjour M. Makia Diop, c'est un plaisir de vous rencontrer de ces jours. Oui. Alors, aujourd'hui... Et donc, je disais, ces jeunes, on les expose à la banque, mais ça leur permet aussi de se préparer pour les carrières dans le développement au cas où ils travailleraient ailleurs, y compris dans leur propre gouvernement, dans leur pays respectif. Et depuis 2013, nous prenons entre 10 et 25 jeunes Africains chaque année. Et je peux vous dire, le programme est en train de faire déjà tache d'huile, puisque chaque année, nous avons au minimum 2 à 3 Africains qui sont acceptés dans le Young Professionals Programme et qui viennent de ce programme de fellowship. Donc, nous en sommes très, très heureux. Ça, c'est à celui, ça? Ben, écoutez, on ne fait que commencer. Jusqu'où cet amour pour l'Afrique pourrait vous amener, M. Zoffa? Où est-ce que vous voyez dans 10 ans? Je ne suis pas DRH, hein, je n'en ai pas qualité. Ça, c'est une question naturellement qu'on pose dans toutes ces interviews. Je ne pense pas que vous êtes en train de m'interviewer pour un boulot, Jackie, n'est-ce pas? Vous pourriez m'interviewer pour un petit Non, vous êtes un journaliste extrêmement célèbre. Et écoutez, non. Et, écoutez, je vais vous dire que j'aime mon boulot. Et tant que je contribue à façonner des politiques économiques que les institutions comme la Banque mondiale mettent en œuvre dans nos pays, tant que j'y contribue par le travail analytique, tant que j'y contribue par le conseil que je donne en interne à la hiérarchie, à ma hiérarchie à la Banque mondiale, ou en externe à des gouvernements qui me sollicitent, tant que je le fais, et surtout tant que je le fais sur l'Afrique, je suis heureux. Parce que je sais que cela peut avoir un impact sur la vie des Africains. Je sais que j'ai pu mesurer au cours de ma carrière l'impact des mauvaises politiques économiques. N'est-ce pas? Tout comme l'impact d'un mauvais leadership qui peut détruire un pays, des mauvaises politiques économiques contribuent à enfoncer davantage certains de nos pays dans la pauvreté. Donc il est important que le type de mesures que l'on prend dans les pays soit pensé, soit testé et soit mis à l'épreuve des faits. Et c'est ce que mon travail consiste à faire. Mon bureau génère toutes ces études pour informer la Banque mondiale, mais aussi pour s'assurer qu'elles soient vraiment proches des réalités africaines. Et ça, c'est ma passion, je le fais. Et j'ai la chance, naturellement, avec toute l'expérience que j'ai accumulée au fil du temps, de pouvoir travailler partout dans le monde. Ce programme vous est proposé par Deviseo Fret, spécialiste du transport international Afrique, Dom-Tom, Océan Indien. Retrouvez-nous sur www.deviseo-fret.com. Téléphone +33 139 85 14 23. J'interviens aussi dans beaucoup d'universités américaines, à Harvard, à Berkeley,
ici à Washington, j'interviens dans des cours à George Washington University, à Catholic University. J'ai la possibilité de déployer ces petites connaissances que j'ai accumulées pour aider le maximum de gens. Et tant que je fais ça, je suis heureux. Et en attendant que Blaise Fac intervient un jour à l'université, on devient qui de beaucoup, vous allez nous parler de ce programme que vous avez mis sur pied pour essayer de faire émerger des économistes dans chaque gouvernement de pays africains. Ah, vous parlez du programme des économistes en chef de gouvernement. Oui, lorsque j'ai pris cette fonction d'économiste en chef pour la région Afrique, je me suis rendu compte qu'il y a une tradition en Afrique de l'Est qui est celle de l'économiste en chef dans les gouvernements, où on a un conseiller en chef pour toutes les affaires économiques au niveau du décideur suprême de chaque pays, au niveau du décideur le plus élevé, qui lui permettent de coordonner l'action gouvernementale sur le plan économique et qui lui permettent aussi de faire les arbitrages nécessaires. Parce qu'il peut se faire justement que certains aspects de la politique qui sont partagés entre plusieurs ministères puissent être contradictoires. Et donc il est important d'avoir un économiste en chef qui puisse, par l'analyse et par des outils appropriés, faire ces arbitrages et donner le conseil qu'il faut au président ou au premier ministre, si c'est un régime parlementaire, pour qu'il prenne la décision qu'il faut. N'est-ce pas? Et je veux juste vous donner un exemple. Lorsque nous discutons des tarifs d'électricité dans les pays, il est normal de pouvoir s'assurer que nos compagnies d'électricité, par exemple, puissent fonctionner et pouvoir recouvrer les coûts, et pour ne pas être un gouffre financier pour les finances publiques. Surtout pour les compagnies qui ne font pas le délestage. Oh, écoutez, tout ce que je peux vous dire, c'est que pendant les 4 années où j'étais en Malaisie, il n'y a jamais eu de coupure d'électricité. Et c'était une compagnie qui était une compagnie publique, mais gérée de façon privée. Alors, en Afrique, il y a de plus en plus de pays où, justement, on fait des efforts pour que les compagnies d'électricité fonctionnent de façon efficiente, efficace. Alors, lorsque on parle de rendre ces compagnies, de pouvoir recouvrer les coûts et limiter leur impact fiscal, il faut en même temps penser à l'impact sur la pauvreté. N'est-ce pas? Il faut penser à l'impact sur la production parce qu'en fait, les entreprises utilisent l'électricité pour produire. Il y a donc plusieurs éléments qui doivent être mis ensemble et les économistes appellent ça une réflexion en équilibre général, n'est-ce pas, qui permettent naturellement de savoir que lorsque vous touchez un levier de politique économique, il y a des répercussions dans beaucoup d'autres aspects de l'économie que vous devez contrôler avant d'agir. Et prendre en compte avant d'agir. Voilà le rôle qu'un économiste en chef peut faire dans un pays. Et ça se fait en Afrique de l'Est, dans beaucoup de pays. Et je me suis rendu compte que du côté Afrique centrale et Afrique de l'Ouest, justement, il n'y en avait pas. Afrique centrale et Afrique de l'Est, ça ne se faisait pas beaucoup. Et donc, une des idées que j'ai initiées en tant qu'économiste en chef, c'était de dire, et si l'on faisait de cette fonction une institution? Et si on s'assurait que chaque pays ait une équipe ou un économiste en chef qui puisse assurer ces arbitrages? Et ces arbitrages, ça peut être ceux, comme je viens de vous expliquer, entre les équilibres partiels et l'équilibre général, mais ça peut aussi être les arbitrages entre le court et le long terme. N'est-ce pas? Lorsqu'il faut réduire le déficit budgétaire, ça tout de suite, c'est important pour le court terme. Mais lorsqu'on réduit le déficit budgétaire, il faut également se demander comment est-ce qu'on le réduit, quelle est la composition, n'est-ce pas, des dépenses que l'on doit toucher pour ne pas affecter la croissance de long terme. N'est-ce pas? Tout ça, c'est des arbitrages qu'un économiste professionnel qui a les outils qu'il faut peut faire
et conseiller les gouvernements. Et voilà dont mon bureau a lancé cette initiative pour renforcer ces fonctions dans les pays où elles existent, et les créer dans les pays où n'en existe pas. Et je suis heureux de vous dire aujourd'hui que nous avons lancé ce réseau en février 2019 et nous avons pu avoir plus de 19 conseillers en chef des pays africains. Et nous avons travaillé pendant 3 jours ensemble à Oxford University pour définir les termes d'inférents de la fonction, s'accorder sur les outils qu'il faut pour qu'un économiste en chef de gouvernement fasse son travail de la meilleure des façons et voir dans quelle mesure nous et la Banque mondiale peut les aider à renforcer ces équipes pour que le conseil en politique économique dans nos pays soit de meilleure qualité. Voilà, c'est une des idées que j'ai commencé à mettre en œuvre et je crois qu'elle est en train de prendre pied. Et j'espère que l'on pourra, dans quelques années, se dire que la qualité du conseil économique en Afrique s'est améliorée. On vous écoute, bien entendu. Écoutez, ce qui est important, ce n'est pas qu'on m'écoute. Et je veux vous dire que l'un des aspects de ce programme, en fait, ce n'est pas moi, ce n'est pas la Banque mondiale. En fait, ce que je dis à mes équipes, c'est que nous devons, en fait, plutôt nous mettre à l'écart pour faciliter l'apprentissage intra-africain. Parce que vous savez, de toute ma carrière, je peux vous dire, l'idée que la bonne intelligence ne vient que de l'étranger est une hérésie. La preuve. N'est-ce pas? L'idée que l'expertise est forcément étrangère et pas africaine, ça n'a pas de sens. Non, je vous confie, vous êtes l'exemple. Mais non, laissez... moi, je ne suis que, comme je vous l'ai dit, je suis qu'un parmi des centaines ou des milliers d'Africains qui ont eu la possibilité de montrer de quoi ils sont capables. Donc, il y a partout en Afrique des talents. La question, c'est comment on les utilise. Et je peux vous dire, dans ce réseau des conseillers en chef de gouvernement, il y a énormément d'expertise. Et c'est fabuleux de les voir échanger entre eux, d'apprendre les uns des autres. Et ce que mon bureau propose de faire, c'est de lever des fonds pour leur permettre d'apprendre des uns et des autres. Nous pouvons les équiper, nous pouvons leur donner du matériel, quand je dis du matériel, c'est du matériel intellectuel, n'est-ce pas? Nous pourrons naturellement les aider à sélectionner des cadres de très très haute technicité et les supporter, y compris dans la diaspora, pour les ramener dans leur pays, pour contribuer, n'est-ce pas? Et ça, c'est ce que je voudrais continuer de faire. Ne craignez-vous pas de vous heurter au régime qui craignent pour... Non, pas du tout, parce qu'une fois de plus, le programme ne vient pas en parallèle des gouvernements ou des régimes. Ce que nous voulons faire, c'est de s'assurer que qui que ce soit dans n'importe quel pays qui donne ce conseil puisse donner le bon conseil. Et nous allons équiper ces unités. Et je peux vous dire, il y a plusieurs pays déjà qui nous ont sollicité pour les aider à mettre ces unités en place dans leur présidence. La Côte d'Ivoire, le Togo, j'ai entendu. Je ne vais pas citer les pays, mais il y en a beaucoup. J'ai lu les enquêtes, hein. Il y en a beaucoup, bien sûr. Bon, allez, est-ce que vous avez un jour postulé pour enseigner au Cameroun, pour apporter votre expertise? Ne vous a-t-on jamais sollicité dans votre pays d'origine pour votre expertise? Vous a-t-on jamais sollicité? Écoutez, dans mes fonctions, je travaille avec tous les gouvernements d'Afrique. Donc, bien sûr que dans le cadre de mes fonctions, je discute et je travaille avec tous les ministres africains qui me sollicitent. Donc, je ne suis pas à ce poste comme Camerounais, n'est-ce pas? Je suis à ce poste comme un fonctionnaire de la Banque mondiale qui s'occupe de toute l'Afrique et je travaille avec tous les ministres africains qui me sollicitent. Vous avez le poisson, hein? Et de quoi parlez-vous? Le poisson à la braise de Douala, c'est le meilleur au monde, ne savez-vous pas ça? Mais bien sûr. Le poisson à la braise du Cameroun ou bien juste... Même celui des États-Unis, vous en avez mangé c'était quand? Il n'y a pas longtemps. Là, vous avez essayé de le nourrir.
vous êtes jamais sollicité du Cameroun, vous pouvez travailler avec tout le monde. Oui, je sais ça. Ah, Jackie. Donc vous êtes expert, sollicité à dire, écoute, fils du pays, nous avons besoin de vous, donnez-nous un conseil, vous êtes jamais sollicité. Écoutez, je travaille, Jackie, avec tous les gouvernements d'Afrique et je travaille avec tous ceux qui me sollicitent, oui. Très bien, donc vous avez compris, solliciter le Sahara. Y a-t-il une question que vous aurez aimé que je vous pose avant la fin de cet entretien et que je n'ai pas dit tout de suite, étant donné que je ne sais pas grand-chose? J'apprends aussi de vous. Sur quoi, qu'est-ce que vous aimeriez ajouter qui apporterait quelque chose à la jeunesse africaine qui vous regarde, par exemple? Alors, Jackie, je crois que je voudrais peut-être revenir sur mes belles années de Ngwaikele. Il n'y a pas que des belles, non? Ah oui, quand je dis les belles années, c'est une belle expérience. Je ne voudrais pas dire qu'elles étaient des années faciles. Et en fait, lorsque je me rappelle ma deuxième année de sciences économiques à l'université de Yaoundé, nous étions à l'amphi 300 et nous étions 600. Il n'y avait pas de place et j'ai pris mes cours toute l'année assis à l'escalier et sur mon genou, dans un amphi qui était, où il faisait 40 degrés. Nos cours étaient à 14 heures. Alors quand je pense à ces conditions, et je pense à ceux de ma promotion, et il y en a beaucoup qui ont réussi, ont pu faire et font au Cameroun et dans le monde. Je me dis que ce qui manque à l'Afrique, ce qui manque au Cameroun, c'est l'opportunité, donner de l'opportunité à la jeunesse. Ça, c'est la première chose. Il faut que l'on puisse se dire que si la jeunesse est notre futur, il faut leur donner l'opportunité. Il faut pouvoir leur donner l'éducation qu'il faut. Et il faut pouvoir leur donner le cadre qui leur permette d'éclore et de donner la preuve et la mesure de leur talent. Et ça, je pense que ça manque dans beaucoup de pays africains. La deuxième chose que je dis par rapport à ça, c'est qu'un système éducatif, la qualité d'un système éducatif dépasse rarement la qualité de ses enseignants, dont la fonction d'enseignant est fondamentale. La fonction d'enseignant, c'est celle qui va modeler la jeunesse de demain. C'est les enseignants de qualité qui nous ont amenés à rêver. C'est des enseignants de qualité qui, même dans ces conditions difficiles dans lesquelles nous prenions nos cours, nous ont amenés à se dire qu'on peut réussir. Et donc, chaque fois que j'interviens dans des universités africaines, je commence par ces histoires pour leur dire « c'est possible ». C'est possible. Quelles que soient les difficultés que vous éprouvez aujourd'hui, ne perdez pas espoir, continuez à travailler dur et gardez le cap. Ayez votre regard fixé sur des objectifs assez élevés, assez lointains, et travaillez dur pour y arriver. Et ne vous découragez pas. Et nos gouvernements doivent permettre à ces enfants, à ces jeunes, de réaliser ce potentiel. Donc, voilà ce que je voudrais dire à la jeunesse camerounaise, à la jeunesse africaine. Je continue de dire, c'est possible. Ne baissez pas les bras. Au gouvernement africain, je continue de dire, en privé comme en public, investissons dans le capital humain. Le succès de l'Asie dont on parle peut se situer à deux choses. Un, le leadership de qualité, le leadership d'exception qu'ils ont eu, un leadership nationaliste, un leadership qui visait à atteindre des résultats et qui les suivait et qui mettait en place des équipes pour atteindre ces résultats, mais surtout l'investissement dans le capital humain. Vous allez dans un pays comme la Malaisie, il y a un hôpital dans un rayon de moins d'1 kilomètre de chaque citoyen. Oui, chaque citoyen, et on paye pratiquement à rien. Quand vous allez dans un hôpital en Malaisie, vous payez l'équivalent d'$1. Oui, c'est-à-dire 500 francs CFA.
n'est-ce pas? Pas plus que cela, n'est-ce pas? Vous avez aujourd'hui encore dans un pays comme la Malaisie des bourses d'enseignement supérieur qui envoient leurs meilleurs élèves étudier dans les meilleures universités du monde et qui reviennent ensuite travailler pour leur pays. Ça continue de se faire jusqu'aujourd'hui dans ces pays. L'investissement dans le capital humain est la clé du développement. Et aujourd'hui, avec des jeunesses aussi brillantes que celles qu'on a au Cameroun et partout ailleurs en Afrique, cet investissement peut les amener à éclore, surtout avec l'avènement de la révolution numérique. Il y a des jeunes Africains, des jeunes Camerounais hyper brillants partout. Ils peuvent aujourd'hui changer l'Afrique et changer le monde. Voilà. Merci beaucoup, Adrien Jeffek. C'est moi qui vous remercie, Jacques. Continuez le travail que vous faites sur le terrain. Merci. Chers téléspectateurs, quand on écoute de telles personnalités, de tels aînés, on se sent tout petit et on a envie d'apprendre. Je suis certain que c'est votre cas dans votre terrain. Croyez-y, n'abandonnez jamais. On se retrouve au sujet un peu plus dans quelques jours avec un autre invité. D'ici là, malgré la situation difficile, continuez de garder la banane. À bientôt. Au revoir. Merci, Jackie. C'est moi. Merci beaucoup. Merci, c'est moi. Okay. Merci. Je demande à JMTV+, de continuer à faire ce travail extrêmement important de recueillir les informations, de les recueillir avec esprit critique, pour ensuite les diffuser comme elle le fait, afin que les esprits s'éveillent, que les consciences s'ouvrent davantage et que les actes suivent.